Parler des droits de l'homme en général, en fustigeant la torture sous toutes ses formes, est aussi le but de cette émission DH à la portée de tous. Bonsoir, fidèles téléspectateurs, et bienvenue à votre émission d'éducation aux droits de l'homme et du civisme. Ce soir, elle va recevoir Maître Henri Wemboloa. Il est président de l'AUDEF, l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, une ONG de défense des droits de l'homme. Il est aussi président sortant, coordonnateur sortant du REPRODEF. Bonsoir Maître et bienvenue. Bonsoir Madame. Oui, avec Maître Henri, nous allons devoir parler de l'actualité qui est dominée par la sortie imminente du gouvernement Sam Lukonda, avant de parler de la torture. Et voilà. Maître Henri, d'entrée de jeu, voilà, il y a, le gouvernement est déjà mis en place. Il sera investi dans quelques jours. Quelle lecture faites-vous de ce gouvernement? Madame, voilà, c'est une question difficile. Mais il y a un gouvernement qui a été longtemps attendu. Ouais. Et quand le gouvernement est là, ce qu'il faut attendre, c'est que le gouvernement soit investi, que le programme soit accepté par le Parlement et que l'on voie l'œuvre de ce gouvernement. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui puisse être fait pour que ce gouvernement diffère quand même des autres gouvernements qui l'ont précédé? Qu'est-ce qui peut être fait pour que ces gouvernements actuels constituent une exception? Le gouvernement constitue une exception quelconque? Non, madame, il n'y a pas d'exception. Laissez-moi d'abord féliciter toutes les personnalités qui ont été nommées dans ce gouvernement. Donc, le Premier ministre, avec toute son équipe, oui, mérite des félicitations et des encouragements. Nombreux qu'ils sont, comme ce n'est pas très nombreux, on a connu des gouvernements de 65 personnes, et la différence, comme vous voulez savoir, on a diminué quand même tant soit peu le nombre. La différence, c'est qu'aujourd'hui, nous avons plus ou moins 27% des femmes dans le gouvernement. Nous avons quelques membres de la société civile dans le gouvernement. C'est une bonne chose, même s'il y en a qui considèrent que le quota provincial ou régional n'est pas respecté. Et là, madame, moi je veux dire que notre pays, nous avons encore beaucoup de choses à faire. Nous sommes 26 provinces. C'est vrai qu'il y a des réalités, il y a des... par moments c'est difficile, hein, madame. À n'importe qui on lui dit, eh bien, constitue-nous un groupe de personnes. Quand on a des critères rigides, il est aussi difficile de pouvoir réunir ou satisfaire, n'est-ce pas, tout le monde selon les attentes. C'est ça. Néanmoins, nous sommes un même peuple. Nous sommes une nation. Et c'est que moi, je pourrais demander que ceux qui ne se sont pas retrouvés tout de suite dans le gouvernement, même s'ils ont des membres au Parlement, c'est une bonne chose. Nous le reconnaissons. Même si dans certaines provinces, on n'a pas pu tirer un fils de telle ou telle autre province. Mais ce sont les autres Congolais qui sont là. Ce sont des Congolais qui sont là. Et que ceux qui sont là sachent que c'est le travail qui est attendu pour que tout le monde puisse se retrouver. Bien plus, il y a des administrations publiques, il y a d'autres institutions qui sont là. Et c'est pourquoi nous disons que dans le pays qui est le nôtre, gérer n'est pas facile. Parce qu'il y a des réalités tout autres, imprévisibles. Et ça peut créer toujours des problèmes. Voilà pourquoi il faut toujours être à la hauteur, comme disait Mobutu, au-dessus de la mêlée. Le chapiteau. C'est ça. Il faut être au-dessus de la mêlée. Fidèles téléspectateurs, vous avez suivi Maître Henri en train
de faire l'analyse sur le gouvernement et notre souhait est que cette fois-ci, ces gouvernements fassent quand même exception par rapport à tous ceux gouvernements qui l'ont précédé. Nous suivons avec cette émission, cette fois-là pour aborder comme thème la torture. Il faut dire ici que la torture est une infraction autonome et on peut vous poursuivre même 1000 ans après. Si seulement si ceux-là qui ont été victimes de votre torture se plaignent. Voilà, maître, est-ce qu'on peut savoir d'entrée de jeu qu'est-ce qu'une torture? Merci madame. Avant de parler de la torture, c'est quoi? J'aimerais dire que les droits de l'homme sont indivisibles. Nous avons des droits civils, des droits politiques, des droits économiques, des droits sociaux, des droits culturels et même certains droits qui, pour leur satisfaction, ça dépend des groupes d'individus, donc les droits collectifs comme on dit, le développement, la paix. Donc tous ces droits-là se complètent les uns les autres. Et la question de la torture est ainsi à considérer dans cet environnement, dans ce cadre de tous les droits. Et la torture maintenant, parmi les droits civils et politiques, c'est un acte posé par un agent de l'État. Ça c'est important, j'insiste. Quelqu'un dort chez lui, on ne le tape pas. Donc une femme dort, elle se tape avec les enfants ou avec le mari et tout ça, torture. Non. La torture, c'est un agent de l'État. Qu'est-ce que fait l'agent de l'État? Là, comme acte matériel, donc il pose des actes palpables. Il fait quelque chose. Et cela pour infliger une souffrance atroce, aiguë à la personne, avec quelques objectifs. Et là, c'est l'intention. Avoir des aveux. Donc, il le fait pour obtenir des aveux. Vous verrez, les agents de l'État, à la police ou dans les services de sécurité, par moment un peu au parquet, peuvent faire une certaine pression sur l'individu et malmener un peu pour obtenir des aveux. Ça fait partie de la torture. Il y a aussi un autre objectif. C'est quoi? Peut-être intimider quelqu'un, peut-être c'est sanctionner quelqu'un, c'est punir la personne. Punir la personne pour un fait pour lequel il est reproché. On a arrêté des Koulouna et parce qu'il se retrouve devant les policiers qui ont appris que celui-là il est Koulouna ou il venait de taper sur quelqu'un. On commence aussi à taper sur lui, à infliger, n'est-ce pas, cette douleur aiguë. Donc, cette punition-là, ce comportement qui inflige sur la personne, ça fait partie de la torture. Il y a aussi des intimidations. Quelqu'un à qui on veut ravir une parcelle, on le place quelque part dans un milieu, accepte seulement, on va te donner. On l'intimide un peu. Et entre-temps, quand on parle de torture, il y a plusieurs actes matériels. Il y en a qui recourent, à la chaleur. Il y a des matériels qu'on met pour chauffer le corps de la personne. Il y en a, c'est de l'eau. Ils sont tenus dans certaines positions. Donc il y a plusieurs actes vraiment maléfiques qui sont utilisés par les tortionnaires. Et cela, comme nous l'avons dit, c'est pour faire souffrir la personne, pour obtenir des aveux, pour intimider, pour faire pression. Ça peut être sur la personne elle-même ou sur d'autres personnes, des frères, des sœurs ou des parents, ainsi de suite. Ça, c'est la torture, ce qui est un acte vraiment barbare, si on peut dire. Parce que là où il y a la civilisation, là où il y a l'humanité, on ne peut pas faire souffrir les gens de cette manière-là. Donc la torture, c'est un acte exécrable, un acte inacceptable dans une famille ou dans la société humaine. Merci Maître Henri, fidèles téléspectateurs. La torture, on en parle encore et mon invité insiste que c'est quand un agent de l'État utilise tout ce qu'il a comme parcelle du pouvoir pour obtenir les aveux de sa victime
qu'il s'agit là d'une torture. Aveu, intimidation, pression et autres, autres éléments qui ne sont pas bons dans la société. Voilà, nous poursuivons avec cette émission pour parler de la législation par rapport à la torture. Mais est-ce que, maître, il existe des textes interdisant la torture? Et est-ce que ces textes même sont appliqués par l'État ou par ceux-là qui doivent les faire appliquer? Merci Madame Sophie. Là, il y a deux questions. La première, c'est de savoir si nous avons des textes juridiques. Effectivement, nous avons des textes juridiques. C'est pour dire que la RDC a évolué. À un certain moment, il n'y avait pas de textes juridiques proprement qui interdisaient la torture. Mais depuis 2011, nous avons une loi qui criminalise la torture. Depuis 2011. Malheureusement, cette loi n'est pas suffisamment connue par les communs des Congolais. Et même, même par nombreux de justiciers. Même les justiciers, certains justiciers, c'est-à-dire magistrats, OPJ, il y en a qui ne connaissent pas encore très bien cette loi. Ça. Mais la loi existe qui criminalise la torture. Et il y a la constitution de notre pays, à l'article 61. Cette constitution dit très clairement que, en aucune circonstance, même s'il y a un état d'urgence dans notre pays, on ne peut pas tolérer les actes de torture ou traitement cruel, inhumain et dégradant. C'est dit dans notre constitution à l'article 61, au point 5. Au-delà de ces textes sur le plan national, nous avons le code pénal. Nous avons aussi ratifié des conventions internationales. La RDC a ratifié la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. Et même le protocole facultatif de cette convention. Donc, en ce qui concerne les textes de loi, nous les avons. Et ces textes interdisent la torture. Et nous devons savoir que cette torture est interdite dans toutes les circonstances. Il n'y a aucune circonstance qui fait tolérer la torture. Même dans les services de sécurité. Parce que là, il y a des discussions. Il y en a qui disent, non, nous, dans certains services de sécurité, on doit torturer. On va dire, oh non, voilà, aux États-Unis, on torture. Mais on va vous citer, c'est telle ou telle autre prison aux États-Unis. On a parlé, tout ça. Non. On torture les prisonniers. Si nous connaissons des cas de torture ou des prisons qui ont fait beaucoup de problèmes, c'est parce que certains agents même de l'État ont trouvé que c'était anormal ce qui se faisait et ils dénonçaient. Et donc, il est conseillé à tout agent de l'État. Vous avez un grand pouvoir, vous avez peu de pouvoir. Dans votre milieu, il y a la torture, il faut dénoncer. Sinon, un jour ou l'autre, on vous dira les actes, donc les ordres manifestement illégaux ne sont pas exécutés. Oui, c'est ça le problème. Un agent est en train de torturer, mais après il va dire que non, je le fais au nom du service. Mais est-ce que, maître, quand on torture un prisonnier, par exemple, vous ne trouvez pas que c'est le châtiment qu'il mérite? Non. Quand quelqu'un est en prison, on peut le torturer? Non, on ne peut pas torturer dans n'importe quelle circonstance. Même pas à la prison. Donc les gens se disent, non, la prison c'est le mouroir, quand on vous envoie, il faut torturer la personne. Et là, madame, même un tiers, même un individu qui commet des actes qui infligent des douleurs aiguës dans certaines circonstances, avec l'œil ou l'appui, sous l'investigation d'un agent de l'État, ça prend la forme de la torture. Et là, l'agent est lui-même auteur et l'individu devient son complice. Et donc, même dans la prison, il n'est pas accepté, il n'est pas à tolérer la torture. Nous demandons à tout le monde, partout qu'il se trouve, de veiller à expliquer, à dire à tout le monde, la torture est interdite dans toutes les circonstances. On vous envoie torturer, vous dites non, lorsqu'on va m'arrêter, vous allez nier. Peut-être que vous ne serez pas là. Parce que c'est ça le problème. Vous avez tant servi dans un service public de l'État, vous avez torturé. Après des années, même ceux qui vous dirigeaient, ceux qui vous envoyaient, ils ne sont plus là.
on commence à vous poursuivre, vous dites non, c'était au nom de l'État. Quel est cet État qui organise la souffrance sur ces individus? Vraiment. Sur sa population. En tout cas. Tout agent de l'État, tout celui qui cherche le pouvoir, il se dit, je veux faire du bien pour la population. N'est-ce pas? On attend des promesses, des discours très bons. Mais vous ne voyez jamais un agent de l'État, quelqu'un qui fait la campagne pour avoir le pouvoir du peuple, dire que non, moi, dès que j'ai le pouvoir, vous allez sentir. Non, il ne passera jamais dans ces conditions. Et on dit toujours bien, on vient fait pour humaniser les services, c'est pour faire du bien. Et donc la torture est interdite. C'est ça, c'est très bien dit, fidèles téléspectateurs. On ne peut jamais torturer un homme, un humain, sous toutes les formes que c'est là, sous toutes les formes alors. Même quand on est en prison, on reste toujours humain, on doit jouir de tous ses droits et on ne peut pas, on ne mérite pas d'être torturé comme on les voit des fois. Nous poursuivons avec cette émission pour parler du plaidoyer qui est en train d'être fait par l'AUDEF pour la création d'un mécanisme de prévention contre la torture. Maître, est-ce qu'on peut en savoir quelque chose? On peut prévenir la torture en quoi faisant? En sensibilisant la population, en sensibilisant les justiciers? Qu'est-ce qui peut être fait pour que qu'on n'arrive pas à torturer les humains comme nos semblables? Il y a beaucoup d'institutions de notre pays, la Commission nationale des droits de l'homme, ou même au niveau du gouvernement, il y a des services ou des personnes, des personnalités qui comprennent la nécessité et qui sont en train de mener, de plaidoyer afin que notre pays puisse créer un mécanisme national de prévention de la torture. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et je peux dire que depuis 2010, lorsque la RDC a ratifié le protocole facultatif à la Convention contre la torture, la RDC, 1 an, 2 ans après, devrait déjà créer un mécanisme national de prévention de la torture. Mais malheureusement, malgré cet effort-là de la ratification du protocole facultatif à la Convention contre la torture, la RDC n'a pas eu à créer. C'est ainsi que dans plusieurs mécanismes des Nations Unies, auxquels la RDC fait partie, il y a eu des recommandations. Créer un mécanisme national de prévention de la torture. Créer un mécanisme. Et donc, beaucoup d'institutions aujourd'hui, sur le plan national, sur le plan international, voudraient que la RDC puisse créer ce mécanisme-là. Et ça signifie quoi, le mécanisme national de prévention de la torture? C'est un mécanisme. C'est une institution, un organe ou une institution de l'État qui doit être indépendant pour organiser des visites des lieux de détention. Tous les lieux de détention doivent être visités par le service pour voir l'état de prisonnier, les personnes, pour voir les conditions de détention, pour voir les registres de détention. Parce que, attention, il y a certains milieux de détention où maintenant, dans les registres, vous ne trouvez pas le nom des personnes qui sont à l'intérieur. Et là, c'est grave. C'est aussi une infraction, non? C'est vraiment grave, que ce soit dans certaines polices, ou parfois même à la prison. Il y a même les prisonniers n'ont pas de dossiers. Il y a même des dossiers où vous dites que RMP en cours. C'est-à-dire, on va donner le numéro du dossier après. On suppose donc que ce dossier-là n'existe pas au parquet. Et peut-être se trouve dans des services de sécurité, comme il y a certains magistrats dans les services de sécurité. Donc ils gèrent un dossier là en aparté, alors que c'est un service de sécurité, mais qui est traité dans le service judiciaire. Donc il y a aussi à faire le distinguo entre les deux. Les cours et tribunaux, les parquets sont à la disposition des magistrats. Et ce sont des magistrats, des hautes personnalités, des notabilités, qui sont là pour veiller à la justice dans le pays. Mais malheureusement, il y a certains magistrats qui sont aussi dans les services de sécurité. Et donc là, dans les services de sécurité, il peut traiter des dossiers et, sous la casquette toujours de magistrat. Ça crée vraiment beaucoup de confusion et des problèmes. Alors, je voulais dire ici que les services, le mécanisme est appelé à faire les visites de tous les lieux de détention.
et s'entretenir même avec les personnes qui sont arrêtées, sans témoin. S'entretenir aussi avec le personnel qui travaille, parce que le personnel dans les lieux de détention traverse aussi des conditions très difficiles. C'est ça. Vous voyez des agents qui travaillent peut-être en Dolo ou à Makala ou dans les parquets ou police. Certains même n'ont pas de salaire comme agents de l'État. Mais comment peuvent-ils se réfugier? Alors il faut peut-être faire un peu de pression sur les gens. Donc il y a beaucoup de telles situations qui nécessitent, et nous l'espérons, que le gouvernement qui vient va accorder de l'importance à ce genre de questions. Et donc, ce mécanisme fait des rapports, fait le suivi des recommandations formulées, et ce mécanisme est aussi en étroite collaboration avec le sous-comité de prévention de la torture des Nations Unies. Donc là, les Nations Unies peuvent aussi faire des visites des lieux de détention dans les pays qui ont ratifié le protocole. C'est ça le service important. Ce service doit être indépendant et efficace. Parce qu'il ne suffit pas de créer des structures, des institutions. Il faut que ce service puisse atteindre ses objectifs. C'est ça. Là, il y a un service qui a déjà été créé en 2019, qu'on a appelé le comité de prévention de la torture, le comité national de prévention de la torture au sein du ministère des Droits humains. Nous félicitons ici, Excellence ministre André Litté, parce que depuis 2010 jusqu'en 2019, on n'a pas eu de ministres qui ont pensé à créer ou qui n'ont pas eu le temps de le faire. Il l'a fait, mais malheureusement, il a créé un mécanisme qui n'est pas indépendant, qui est lié au ministère et dont les animateurs peut-être n'ont pas beaucoup d'indépendance, d'expertise et consorts, et ce mécanisme-là passe inaperçu. On ne le sent pas et aura difficile même à travailler, qui n'a même pas de ressources financières nécessaires. Et donc là, nous disons, le mécanisme national de prévention des tortures est très important dans les circonstances qui sont les nôtres en République démocratique du Congo, comme dans plusieurs autres pays. C'est un mécanisme qui est recommandé par les Nations Unies et qui présente beaucoup d'intérêts, beaucoup d'avantages pour les populations dans les milieux carcéraux et d'une façon générale pour tous les actes de torture dans un État. Parce qu'il y a des recommandations sur le plan international, il faut qu'il y ait des gens qui le connaissent et qui savent comment ils peuvent mener de plaidoyer, comment ils peuvent servir auprès des différentes institutions pour mieux les appliquer, ces recommandations-là, afin d'éviter la torture. Le mécanisme peut être logé au sein de la Commission nationale des droits de l'homme. C'est une pratique aujourd'hui dans plusieurs États africains. C'est une pratique, c'est-à-dire la Commission nationale des droits de l'homme, qu'on appelle les INDH, a en son sein un mécanisme national de prévention. C'est-à-dire qu'il y a même des personnes au sein de l'institution qui sont chargées spécifiquement de prévenir la torture, d'agir dans le cadre des visites de tous les lieux de détention et de formuler des recommandations, ainsi de suite. Donc, c'est une possibilité comme ça. Voilà pourquoi le plaidoyer dans ce sens pour notre pays. Et il y a déjà beaucoup de personnes qui s'intéressent à savoir comment on peut faire loger ce mécanisme, parce que là, ça présente un peu d'avantages. Comme il y a la commission est déjà sur terrain, il y a des ressources humaines, il y a des ressources financières, il y a... ils sont déployés sur toute l'étendue de la République. Si on crée le mécanisme au sein, ça peut faciliter encore la tâche. Faut-il dire aussi qu'il faudra modifier la loi, il faudra modifier le fonctionnement de la CNDH, ainsi de suite. C'est ça, maître. Là, je vous coupe, fidèles téléspectateurs. Nous sommes pratiquement au terme de cette émission, Droits de l'homme, à la portée de tous, en train de débattre autour de la torture et des mesures de prévention. Voilà, maître, nous allons devoir finir dans quelques minutes. Je voudrais vous donner l'occasion de faire quelques recommandations. Un peu rapidement, là, on est à la fin. Comme recommandation, nous disons que la torture, c'est un acte vraiment barbare. C'est un acte... Quelle que soit la personne qui commet... C'est un acte barbare, c'est un acte inhumain, qui déshumanise même l'humanité. Et parfois, même le tortionnaire
Le tortionnaire, celui qui recourt à la torture, il perd en lui l'humanité, il perd en lui le sens d'être humain. Et vous verrez souvent, ce sont des gens qui boivent beaucoup parce qu'ils sont habitués à faire des choses du mal aux autres. Ils perdent donc la sensibilité humaine. Et donc, cette pratique est mauvaise. Et tout agent de l'État, partout où il est, il doit intervenir pour sensibiliser et même pour interdire. Ne pas le faire, les conséquences, ça peut être sur ces agents un jour ou l'autre. Ne pas le faire, ce sont des conséquences qui peuvent se répercuter sur d'autres. Et recommandation encore, c'est quoi? Que les autorités de la République puissent prendre avec de l'importance cette question de la création du mécanisme national de prévention de la torture. Et en attendant que l'on crée le mécanisme, la Commission nationale doit faire son travail. Quelle Commission nationale des droits de l'homme? La Commission nationale des droits de l'homme doit déjà être sur terrain pour faire son travail, parce que la loi qui crée la Commission a prévu cette attribution-là des visites des lieux de détention. Et bien plus maintenant, le Parlement et les cours et tribunaux, les parquets, on doit s'imprégner, on doit faire attention. Comme je l'ai dit auparavant, que les magistrats soient formés sur la lutte contre la torture. Les médecins doivent être formés sur le protocole de Tokyo, sur le protocole d'Istanbul, sur la question de la torture. Ce sont des éléments qui sont très importants parce que la torture, elle est mieux appréciée par les agents de l'État. Vous verrez que chaque fois que quelqu'un est passé dans des conditions difficiles comme ça, même des morts dans les lieux de détention, il faut toujours des enquêtes. Des morts dans les lieux, les cachots. Que la personne avait été torturée, c'est suite à cela. Oui, des morts dans les cachots, il faut toujours des enquêtes, il faut toujours. Voilà pourquoi les médecins. Et donc, une panoplie de personnes sont importantes pour la lutte contre la torture. Merci beaucoup, Maître Henri. Fidèles téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. La torture reste une infraction autonome, comme je l'ai dit au début. On peut vous poursuivre plusieurs années après, quand vous avez torturé une personne, et la personne garde tous ses droits, même si elle est en prison, elle doit jouir de tous ses droits. Jires Nzouzi a réalisé cette émission et nous vous remercions de tout cœur de l'avoir suivi. Pourquoi pas à la radio-télévision catholique et l'IKEA, la radio des droits de l'homme. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.